Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis en direct des Feux de la Rampe avec un invité que vous connaissez certainement, le Guy Corneau, le délicieux Guy Corneau, mais ils sont tous délicieux mes invités. Comment vas-tu Guy? Je vais très très bien. Je rentre du Québec, j'étais au Québec. Mais oui, t'es un Québécois, on entend bien avec ton accent, mais t'adores la France. Et tu joues cette pièce de théâtre, L'amour dans tous ses états ici au Feu de la Rampe. Voilà. Donc on vient de voir un extrait. Et j'aimerais bien sûr t'interviewer sur les différents états amoureux, ce qui peut-être nous retient même pour exprimer et pour sentir et pour vivre cette union qu'on désire tant. Mais il y a certains blocages. Tu es un psy jungien. J'ai dit ça correctement. Hein, donc, j'aimerais savoir quelle est déjà du point de vue de Jung, comment voit-il l'amour? Comment voyait-il l'amour? Bien sûr, c'est Jung qui parle de cette question-là, de la pulsion d'union, comment c'est la première chose, même plus forte que la libido sexuelle. Il y a la pulsion d'union, puis aussi Jung soulignait toujours la pulsion de devenir soi-même. Et c'est ça qui est compliqué en couple, en fait. C'est comment tu peux être toi-même en étant uni avec quelqu'un d'autre profondément dans un projet créateur. Mais souvent, ce qui nous unit d'abord, c'est nos... Enfin, c'est bizarrement dit, mais c'est nos névroses qui se connectent. Et ensuite, on se rend compte que chacun veut exister. À partir du moment où chacun veut devenir lui-même dans ce couple-là, on tombe dans le problème d'Oscar Wilde. Être en couple, c'est faire un, mais lequel? Et là, tu tombes, alors tu étais dans une histoire d'amour et tu commences dans une petite guerre de territoire. Et c'est ça qui est difficile. Alors, Jung avait des choses super intéressantes sur l'amour parce qu'il disait, au fond, ce qui nous attirait chez quelqu'un, c'était bien sûr des dimensions inconscientes de soi, qu'il a appelé l'animus et l'anima. Alors, l'animus, l'anima, c'était souvent traduit au sens de le masculin chez la femme et le féminin chez l'homme. Mais l'idée de Jung est beaucoup plus subtile que ça. Au fond, lui, ce qu'il dit, c'est que effectivement, on est des hommes et des femmes, mais il y a des parties de soi qu'on a activées, qu'on manifeste à l'extérieur, hein, dans notre personnage extérieur, celui qu'on présente au monde. Et l'âme, elle, ce que Jung appelait l'âme, notre psyché, va porter des qualités souvent complémentaires et même opposés à ça. Alors, par exemple, tu pourrais être un garçon qui est très, très doux, très, très gentil et tout ça. Hein? Alors, le féminin en toi, il ne portera pas les qualités stéréotypées des femmes. Il va peut-être être un féminin, justement, très affirmatif, même très agressif et tout. Et c'est ça qui va t'attirer, parce que c'est la partie complémentaire qui t'attire. Parce que ce sont aussi des valeurs que tu as toi-même à actualiser chez toi pour devenir complet. D'où on attire à chaque fois le bon partenaire. Donc, il n'y a pas vraiment d'erreur. En fonction de nos blessures, en fonction de ce qu'on a déjà traversé. Tout à fait. On est toujours dans un couple parfait, en fait. Et on peut prier le bon Dieu pour que ça nous délivre de ça, mais en réalité... Non, mais il y a une blague que je fais dans une conférence. J'ai dit, vous pouvez prier le bon Dieu, vous réfugier dans un monastère, vous sacrifier pour une grande cause. Gageons que le démon des relations saura vous trouver jusque-là. Parce que c'est ça l'histoire. Je veux dire, on cherche cette complétude-là. Donc, on la cherche dans le couple, mais on la cherche aussi en soi. Et par exemple, dans la pièce, une des choses que je dis, à un moment donné, j'explique nos formes d'attachement. Et j'explique, par exemple, que les enfants qui ont connu des attachements sécurisants avec leurs parents, qui sont sentis soutenus, accompagnés, encouragés dans leur créativité, ont tendance à devenir des enfants et plus tard des partenaires, en fait, sécurisants et qui créent des couples qui durent. Mais si tu as eu une impression d'abandon quand tu étais jeune, plutôt, avec tes parents, ben, tu vas plutôt être un style de partenaire qui devient un peu fusionnel et qui s'accroche. Et souvent avec anxiété, de peur que ça se répète. Et tu as encore d'autres formes, par exemple, les gens qui sont sentis, eux, aux prises avec des parents plutôt fuyants ou distants, vont souvent devenir eux-mêmes des partenaires fuyants qui évitent l'intimité, qui évitent l'engagement, de peur que le rejet se produise à nouveau. Donc, là aussi, tu vois comment les marques de l'enfance, en fait, tout ce qui n'a pas été mis en conscience vient se répéter. Alors, c'est sûr... Qu'est-ce que tu entends par mise en conscience, pour qu'on soit bien clair? Ben, par exemple, pour employer si cette question-là de l'abandon, tu as pu la travailler, OK? Et que tu t'en souffres plus comme blessure parce que tu as pu te retourner vers toi-même et ne plus t'abandonner toi-même. À ce moment-là, tu n'as plus besoin de rencontrer ça dans l'univers. C'est inutile. Si le vase est plein, en gros, et si on se donne cet amour-là, si on ne s'abandonne pas soi-même, au final. C'est ça, oui, parce qu'au fond, le drame de l'amour, c'est qu'au fond, si, disons, l'abandon vibre en soi, on rencontre quelqu'un qui
notre attente inconsciente, c'est qu'ils viennent nous accompagner tout le temps, qu'ils soient un partenaire qui ne nous lâche pas. Mais comme on rencontre surtout des gens qui vont peser sur les bons boutons, tu rencontres quelqu'un qui, en définitive, est un peu un fuyant puis qui te laisse tomber. Et donc, tu répètes l'histoire. On se prouve raison. Oui. C'est-à-dire, on la répète et ça nous fait mal, mais jusqu'à temps qu'on se rende compte que ce qu'on recherche dans l'amour, c'est quelque chose qui témoigne aussi de notre abandon inconscient de nous-mêmes. Donc, il y a quelque chose au niveau de sa créativité, des idéaux qui sont importants pour nous, des grandes valeurs, des orientations, de notre créativité, de nos élans créateurs, de qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la vie, de qu'est-ce qui nous tire, qu'est-ce qui nous pousse et tout ça. Si tout ça est laissé de côté pour avoir de la reconnaissance dans l'amour, c'est compréhensible, mais à ce moment-là, tu répètes les uns après les autres les mêmes drames parce que jusqu'à temps que tu te retournes vers toi et tu te dises « Oui, je me dois un petit peu d'amour à moi-même. » Et ça veut dire quoi? Ça veut dire être fidèle à mes élans créateurs, mes idéaux, voilà, les choses qui m'inspirent et qui me ressourcent. D'où certaines personnes décident de rester seules pour le coup, parce que ça simplifie quand même, au lieu d'être en couple et d'avoir des relations de longue durée. Oui, mais Sacha Guitry avait une très bonne blague par rapport à ça. Il disait être en couple, c'est régler à deux des problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. Et c'est Coluche qui a repris cette phrase-là de Sacha Guitry. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est super intéressant et c'est super important de régler à deux des problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. Autrement dit, l'autre, la friction du couple, la friction de l'intimité. OK? Cette friction-là va... Des bonnes frictions, il y en a d'autres qui sont plus compliquées. Exactement. C'est exactement ça que je veux dire. Tu as bien compris. Dans le couple, il y a des frictions qui sont agréables, c'est la caresse, mais tu as aussi des frictions qui le sont moins parce que ce qui est inconscient en soi, justement, toute cette question-là de l'abandon et de l'abandon de soi et de notre enfance, si ça n'a pas été travaillé, OK? C'est ça qui va remonter à la surface. Et à ce moment-là, l'autre nous sert de miroir pour se nettoyer un petit peu. Autrement dit, tout ce qui n'a pas été vu, tous les complexes qui n'ont pas été adressés d'une certaine façon, vont venir éclater sur le terrain du couple. Et le problème qu'on a en couple souvent, c'est de dire c'est à cause de toi que je suis triste. En réalité, c'est pas ça du tout. Il faudrait renverser la proposition de dire j'étais triste, je ne le savais pas et tu viens me le révéler. Merci beaucoup. Je dis pas que c'est agréable. C'est une friction désagréable, mais c'est quand même important de savoir ces choses-là. Quels sont alors est-ce qu'on peut parler d'enjeux inconscients? Enfin, dans la partie inconsciente, il y a quand même certains enjeux par rapport à l'amour. Comment on s'en sort avec ça? Parce qu'on ne sait pas si c'est inconscient, c'est caché. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est nous-mêmes de la créativité, de la joie en mouvement. Et que ce mouvement-là de la vie, c'est l'amour lui-même. On est toujours dans l'amour. Si on n'était pas là dans l'amour, ça arrêterait. Notre vie arrêterait. On est toujours dans l'amour. Mais au fond, ce sentiment d'union qu'on recherche dans le rapport avec l'autre, dans le duo amoureux, dans un rapport affectif, dans l'amitié aussi, en affaires aussi, avec un bon partenaire d'affaires, les êtres humains cherchent la sensation, et je dis la sensation, pas juste le sentiment ou la pensée, mais la sensation de l'union, de se sentir unis. Et si bien sûr, le mouvement amoureux, le réaliser avec une personne, c'est intéressant, si tu veux. Mais si, à cause de mes angoisses et tout ça, mes blessures et tout, je m'accroche à quelqu'un dont je deviens dépendant pour éprouver cette sensation d'union, c'est un problème. Tandis que, donc, je vais au-devant des problèmes qui vont me ramener à moi et me faire rendre compte que ce sentiment amoureux, ce sentiment d'union, cette sensation, je dois d'abord le retrouver en moi-même aussi. Oui. À travers toutes les relations, si tu veux, mais... Donc, il y a vraiment rien de caché. Je veux dire, ce qui s'est révélé automatiquement avec l'amour et le fait d'être en couple et dans toutes ces relations, d'ailleurs, magnifiques. Plus ou moins, nous, de toute façon, la blessure, la chose qui est à traiter, oui, à travailler, ça passe dans le conscient. C'est-à-dire, c'est ça qui permet de passer de l'inconscient au conscient. Parce qu'il y a des choses, on ne sait même pas des fois pourquoi on réagit. Tout ce qui doit se révéler va se révéler de toute façon. Ça va exploser. C'est pour ça qu'il faut oser vivre, au fond. Il faut oser aimer. Il faut oser être en relation. Il faut oser les grandes amitiés. Facile à dire quand le cœur est ouvert. Facile à dire, mais justement, mais peut-être que tu te rends compte que ton cœur est trop fermé, alors tu es obligé d'ouvrir des choses. Peut-être tu es obligé de faire des sortes d'exercices ou de séminaires ou d'ateliers pour apprendre à réouvrir. Parce que l'histoire de la vie, c'est qu'à cause de la peur et de l'angoisse, on se referme sur soi. Et même en couple, on est refermé sur soi.
Et donc, c'est toute une question, effectivement, de s'ouvrir de plus en plus pour réaliser cet état d'union profonde. Mais j'avais une autre blague par rapport à ça. Je dis souvent aux gens, c'est une blague américaine, celle-là, qui disent « Si c'est pas cassé, répare-le pas ». Donc, en voulant dire... mais non, mais des fois, il faut attendre que les problèmes se présentent. Je veux dire, dans le sens que c'est cette disponibilité à vivre. Et vivre, ça veut dire que, oui, la vie est fertile en écueils, est fertile en échecs, est fertile en toutes sortes de problèmes de toutes sortes, mais si tu es prêt à vivre, tu es prêt à ça aussi, et donc à négocier avec ce qui révèle profondément de toi, de l'existence, même de la vie et de la mort en soi. Pour continuer de vibrer en amour haute, c'est quand même sans cesse de sortir de sa zone de confort, d'aller... je veux dire, comment on atteint différents niveaux d'amour sans arriver à la situation qu'on va voir tout à l'heure dans la pièce, où voilà, ça devient horrible. C'est encore drôle ce qu'on va voir tout à l'heure, mais bon, ça commence à se... Le tonnerre gronde, disons. Moi, je pense que ça prend un mouvement vers soi et un mouvement vers l'autre. L'amour, c'est un double mouvement. C'est-à-dire un mouvement qui va vers l'autre parce que j'ai besoin de l'autre pour me révéler à moi-même, mais je dois prendre la balle au bon et me dire, tiens, ça, je l'apprends de l'autre, mais ça me permet aussi de créer d'autres types d'unions avec l'autre qui sont plus créatifs parce que j'ai moins besoin de la reconnaissance de l'autre pour exister. Je sais que j'existe, je sais que j'ai le droit d'exister, je sais que mon existence est bonne. Et ça, il faut avoir dépassé toutes les blessures d'abandon, de rejet, de manipulation, de trahison et tout ça, mais ça se fait. Un jour, tu arrives à avoir nettoyé assez de choses, et donc tu es plus à l'aise au monde. Si tu es plus à l'aise au monde, tu demandes moins à l'autre et tu demandes moins au rapport amoureux. Tu es moins dans des attentes inconscientes parce que les conflits dont tu parles, ce sont les attentes inconscientes que j'ai par rapport à l'autre qui viennent défaire et souvent détruire les couples. Alors, si j'ai moins d'attentes, si j'ai commencé à répondre à des choses par moi-même, l'autre est un plus. Le duo amoureux est c'est extraordinaire que l'amour existe aussi. Tu comprends? Comme tu peux dire, c'est fantastique, on a entendu des super bons musiciens, que la musique existe, c'est inimaginable. On est capable de faire la guerre, mais on est aussi capable de faire de la musique. C'est extraordinaire. On est aussi capable de faire l'amour et de créer des rapports amoureux qui sont édifiants, qui nous enlèvent, qui nous emportent dans le beau sens du mot. Quel est le stade ultime, s'il y a quelque chose comme ça, de l'amour? Oh, c'est un stade auquel j'ai aucune prétention moi-même, mais disons que des fois, je peux entrevoir que la dégustation de la présence de l'autre c'est déjà ta joie, c'est déjà la joie infinie d'être. C'est une joie d'être, c'est-à-dire que l'autre te renvoie à la simple joie d'être et sa présence vient ajouter à cette joie-là. Mais si j'allais d'un sens plus prosaïque, en tout cas, moi, ce que j'ai appris, je trouve, à travers l'amour... Tu en as rencontré des femmes, Guy? En plusieurs, quand même, oui. Non, mais la vie était très généreuse. Elle était fertile en écueils, mais fertile aussi en propositions très agréables. Mais qui présentaient leur part de difficulté aussi. Mais je dirais, moi, ce que j'ai appris, c'est très simple. C'est à prendre soin. Qu'aimer quelqu'un, c'est chérir quelqu'un, c'est aussi prendre soin de quelqu'un. Et pour moi, ça, c'est la leçon que j'essaie de me répéter chaque jour. Et je trouve que c'est un bon étalon de mesure aussi, de dire, est-ce que je suis prêt à prendre soin de telle personne, de quelqu'un dans ma vie? Je trouve qu'on apprend ça avec les enfants. Avec les enfants, c'est tellement exigeant, l'amour qu'on a pour les enfants, puis c'est tellement inconditionnel parce que ça remplit ta vie d'inquiétude et de joie en même temps. Mais avec un enfant, il faut que tu apprennes à prendre soin. Et moi, j'ai appris avec un enfant que aimer, ça voulait dire prendre soin de l'autre. Et franchement, je n'avais jamais compris ça. Ouais. Le petit Nicolas, on fait un gros bisou qui doit avoir 5 ans maintenant. Oui, Nicolas va avoir 5 ans tout bientôt. Et pour moi, le petit Nicolas, c'était vraiment... C'est comme si l'univers m'avait envoyé... Ils trouvaient que j'avais la tête tellement dure qu'ils ont dit, on va y envoyer un maître qui va aimer sans réserve et qui devrait écouter un petit peu. Il a envoyé Nicolas. Et c'est vrai que je trouve que c'est un délice. Et en même temps, quelqu'un qui vient me dire, Guy, aimer, c'est prendre soin. Parce qu'avant, l'amour peut être aussi un peu narcissique, non? Il y a une part de cet amour, peut-être, qui est... Comment tu vois l'amour?
à ce niveau-là avant d'ouvrir complètement sur l'autre? Parce que c'est un peu je suppose, cette même façon de s'ouvrir, c'est-à-dire dans le monde, dans notre travail ou autre, on a tendance à le faire pour soi, pour payer des factures ou autre, et après, à un moment, on le fait, non, au service du monde, à au grand tout. Est-ce que c'est pas pareil en amour aussi? C'est-à-dire le fait d'avoir des enfants, en effet, nous sort de cette espèce de narcissisme du couple ou de la personne? C'est-à-dire que nos vies sont des offrandes, c'est-à-dire que tranquillement, tu passes à ce degré-là de la chose où tu te dis, c'est un privilège de pouvoir aimer quelqu'un, c'est un privilège de pouvoir faire l'amour avec quelqu'un, c'est un privilège de pouvoir manger, avoir des abris, de pouvoir exercer une profession que tu aimes et que tu puisses l'offrir aux autres. Franchement, nos vies sont tellement privilégiées. Tu comprends? Il y a des gens qui cognent à la frontière de l'Europe, là, ils sont pas moins méritants que nous. C'est incroyable ce qui est en train de se passer comme drame. Et c'est un drame d'amour qui va nous ramener à l'amour. Leonard Cohen disait, chaque cœur en viendra à l'amour, mais comme un réfugié. Et j'ai peur que ce soit ça qui nous arrive. C'est-à-dire qu'on va juste comprendre quand on dit, notre seule carte à jouer, c'est aimer. Bon, espérons qu'on va comprendre avoir fait trop de désastres. Mais ce que tu disais par rapport à ça, c'était... la question du narcissisme. Je trouve que le narcissisme a fort mauvaise presse. Au sens populaire, quelqu'un qui est narcissique, c'est quelqu'un qui est trop fermé sur lui-même. Au sens de la psychologie, quelqu'un qui est narcissique, c'est quelqu'un qui a plutôt une blessure au niveau narcissique. C'est-à-dire qui n'a pas eu assez d'appui au niveau de ses identifications quand il était jeune et tout ça, pour avoir intégré un miroir positif de lui-même, c'est-à-dire s'aimer lui-même. C'est de là que ça vient. Hein? Autrement dit, on se regarde comme on a été regardé par nos parents. Et si, pour toutes sortes de raisons qui sont souvent pas de la faute des parents, mais la guerre, les séparations, le travail au loin et tout ça, font en sorte que l'enfant manque de regard, il intègre un regard défaillant sur lui-même, parce que c'est ça qu'on intègre, on le met en soi, ça devient le miroir dans lequel on se regarde. Et donc, si mes parents m'ont regardé avec... attention, bienveillance, suffisamment aimant, j'ai un miroir en moi qui dit, tu as de la place dans le monde, tu peux essayer quelque chose. C'est la racine de l'estime de soi, c'est la racine de la confiance en soi aussi. Donc, pour nous, comme psychanalyste, quelqu'un qui est narcissique, c'est quelqu'un qui a un problème au niveau de l'amour de soi. Quelqu'un, autrement dit, pour nous, l'idée, c'est que quelqu'un s'aime suffisamment. Donc, soit narcissique. Il y a un narcissisme sain, autrement dit. Ce qu'on appelle des cas narcissiques, c'est des cas où la personne se referme sur elle-même parce qu'elle a manqué d'amour, ou qu'elle a ressenti un grand manque d'amour, ou s'il y a eu des négligences ou des abus importants. Donc, il y a des failles. Et au fond, la personne semble très centrée sur elle-même. Elle l'est, mais en réalité, elle essaie de répondre à ses blessures parce qu'il y a des désillusions, des attentes par rapport à l'extérieur qui n'ont pas été remplies, tout ça, ou des choses qui sont arrivées trop tôt, qui n'ont pas pu permettre à la personne d'intégrer justement un miroir positif d'elle-même. Alors, c'est sûr que dans une société où tu as beaucoup de performances, tu as beaucoup d'attentes de reconnaissance et tout, beaucoup de jugements, beaucoup d'évaluations et tout, c'est une société où les failles narcissiques vont jouer énormément, où les gens finissent par faire toutes sortes de choses spectaculaires pour avoir un petit peu d'écran, un petit peu de vie et sentir qu'ils sont aimés. Mais bon, on est engagé là-dedans. Et une des seules réponses, c'est quand même l'amour au sens de apprendre à s'aimer suffisamment. Mon ami Pierre Lessard dit, est-ce qu'on peut s'aimer suffisamment pour aimer ce qu'on aime, aimer ce qu'on est, aimer ce qu'on fait? Et c'est toute cette question. Avec nos défauts. Bien sûr, oui, bien sûr. Ce ne sont finalement pas que des défauts. Je pense que si on se regardait de très, très, très loin, comme des étoiles, on ne verrait pas les défauts, on verrait juste la lumière qui sort des êtres et qui sort de leur cœur. Parce que, qu'on le veuille ou non, on est dans l'amour, on est dans la joie, et on a dû se voiler pour se protéger de toutes sortes de choses. Et je pense que l'histoire de la vie, et c'est aussi, je pense, que l'histoire d'un rapport amoureux qui serait, à mon sens, excellent, un rapport qui permet justement d'enlever des voiles, de devenir très transparent, au moins pour une personne, au moins pour aimer une personne avec moins de conditions, plus de compréhension. C'est-à-dire que ça aide quand même d'être dans le moment présent, de prendre du recul, de respirer, je suppose, de commencer à voir ce qui se met en place et d'en discuter, bien sûr, d'en parler à son compagnon quand il y a quelque chose qui se passe dans nos têtes, dans notre cœur. Quel conseil comme ça quand il y a un conflit ou quelque chose qui ne va pas? Parce que bien souvent, on le garde en soi, on le cache, on n'ose pas.
Les non-dits sont la racine de tous les malentendus. Donc, non, ça vaut la peine de faire un effort pour dire les choses, même si on le dit malhabile, même si on le dit à notre façon, même si on... Je pense que c'est déjà une preuve d'amour à l'autre de dire, écoute, je suis pas très à l'aise avec ce qui se passe, je suis pas très à l'aise non plus en te le disant, mais j'observe telle chose et je ressens ça par rapport à ça, puis j'aurais une demande à te faire par rapport à ça. Est-ce qu'on peut pas prendre 10 minutes par jour pour se parler un petit peu ou aller voir un psy. Ou aller voir un psy, c'est aussi une très bonne idée. Et donc... c'est long, c'est plus long ça, non? On a cet a priori quand même du psy où on va faire des psychanalyses de 10 ans, 20 ans, 30 ans, alors qu'il y a maintenant il y a des méthodes qui sont assez rapides. Ça a évolué, ça, en fait? Les gens ont plus l'argent pour faire des psychanalystes de 20 ans et 30 ans et non plus la capacité de venir en analyse 2 ou 3 fois par semaine. C'était quand même une très bonne idée. Non, maintenant, on a plus des régimes de thérapie qui sont à tendance analytique, jungiano-freudienne, mais t'as encore de la psychanalyse orthodoxe, mais elle est plus rare. Et c'est vrai qu'il y a des techniques comme... qui t'oblige à te recentrer sur ton émotion, par exemple, directement, et de t'en tenir à ça, qu'est-ce que tu ressens vraiment. C'est toutes des techniques qui sont intéressantes dans ce sens-là. Moi-même, tu vois, dans le travail d'atelier que je fais, parce que j'en fais encore, des fois, et j'utilise pas mal de cognitif, en fait. J'explique toujours aux gens qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire, et où est-ce qu'on s'en va avec ça, parce que ça les sécurise, ça leur dit à quoi sert l'exercice, et ils peuvent s'engager beaucoup plus profondément. Et si je retrouvais une pratique analytique, je pense que à l'occasion, je dis ça entre guillemets, mais juste, j'établirais des petites balises. C'est-à-dire, on est assis dans un bureau de psychanalyste et on s'attend que les gens qui viennent devant nous soient des patients professionnels, c'est-à-dire qu'ils savent exactement quoi faire tout le temps. C'est pas écrit sur le certificat de naissance, hein, comment faire en thérapie. Donc, je mettrais des balises, entre autres des balises de liberté, c'est-à-dire qu'on est libre de dire ce qu'on veut, mais le thérapeute aussi est libre de dire ce qu'il veut. Mais ça veut dire que tout peut être mis en jeu. Tu vois? Moi, si je dis à quelqu'un, ben oui, mais c'est un peu un problème... je sais pas, moi, au niveau de l'abandon, qui se pose, qu'est-ce que vous en pensez? Je dois lui renvoyer la balle, parce qu'il a le droit de remettre ma parole en question. Je pense que le problème qui se pose des fois en thérapie, c'est que si ton thérapeute est un peu dogmatique, il n'y a pas cette liberté. Pour moi, la psychanalyse, la psychothérapie, c'est un espace de liberté, et de liberté de la parole, de liberté de la fantaisie, des fantasmes et tout. Donc, et d'échange. Oui, c'est ça, d'échange, et aussi de... créer des choses. Parce qu'au fond, on va en thérapie pour se recréer en tant que sujet, pour découvrir qui on est et reprendre la parole en soi. Parce que beaucoup de gens se sentent plus... L'autre jour, je donnais un atelier et c'était avec Pierre Lessard, justement, c'est sur la guérison. D'ailleurs, on le fait à Saint-Barth cet été. Mais... Sympa, la petite destination. C'est Victoire Tessman qui est responsable de ça, c'est pas moi. C'est la metteur en scène de la pièce qui voulait qu'on aille faire un petit séjour santé à Saint-Barth. Mais... Ça m'est tombé dessus, comme ça. Pas pour nous, hein, pour les gens qui vont venir nous consulter. Non, mais je fais aussi une croisière en Islande, hein, tant que ça, pour le magazine Psychologie. Qu'est-ce que j'étais en train de dire par rapport à ça? Je disais que dans ce séjour santé, en fait, on propose vraiment aux gens, en fait, d'aller vers la joie parce qu'on se dit, il y a la maladie, il y a les écueils, mais la meilleure prévention du monde, c'est de nourrir la joie, nourrir l'amour, nourrir ce qui nous unit. Et ça, c'est une décision chaque jour pour chacun. Et moi, je dirais, donc, s'il y a une discipline et s'il y a un conseil à établir dans sa vie, c'est chaque jour. Moi, en tout cas, je fais ça. Je médite un peu et je me dis, aujourd'hui, est-ce que tu choisis la guerre ou la paix? Est-ce que tu choisis la joie ou être maussade ou boudé ou être triste? Je choisis des choses comme ça parce que je me dis, on est ballotté par la vie. Et l'idée, c'est de se recréer en tant que sujet, c'est de prendre la parole à l'intérieur de soi avec plus de liberté et donc des choix nouveaux qui sont de dire, j'ai choisi la joie, je vais être un être humain plus intéressant pour les autres qui m'entourent. Mais ce choix-là nécessite qu'on aille voir ce qui l'empêche. Si on a un petit peu plus à lire sur ce sujet dans tous les livres que tu as écrits, c'est lequel? Le livre qui s'appelle « N'y a-t-il pas d'amour heureux » traite complètement des rapports père-fille, mère-fils et des rapports homme-femme, vraiment les dynamiques psychologiques.
Cependant, ce travail-là, plus à un niveau vertical, je l'ai continué dans un livre qui s'appelle Le meilleur de soi, où là, je décris vraiment comment on structure nos personnalités. Et ce livre-là traite de souvent, mon point de départ, c'était souvent on a une très bonne intuition de qui on est et de qu'est-ce qu'on veut et de nos rêves, mais la plupart du temps, on n'est pas au rendez-vous, en fait. Alors, comment se fait qu'on a une si bonne intuition et qu'on ne suit pas? La première partie du livre explique tout ça, comment on se voit, justement, comment on voit la joie, comment on voit l'amour en soi. Et après, je parle de créativité dans ce livre-là et je parle aussi d'une approche de spiritualité très incarnée. Ouais. Dernière petite question, le rôle de l'intuition dans l'amour? Tu l'as abordé, c'est quand même intéressant, ça, en quelques mots, avant que vous nous jouiez la seconde partie de scène. L'intuition, au fond, pour moi, c'est notre perceptivité agrandie, au fond. C'est-à-dire qu'on commence à percevoir justement les vibrations de l'autre, sa présence, son attitude profonde, intérieure même. Et pour moi, l'intuition, c'est fondamental dans cette quête-là, mais c'est quelque chose qu'on porte et c'est quelque chose qui se développe en plus parce que si on le fait, on devient plus sensible aux énergies, plus sensible à l'autre. Et je pense que c'est des choses qu'on fait pour soi, c'est des choses qu'on fait pour l'autre aussi. Et c'est des choses qu'on fait toujours pour l'amour parce que c'est notre union avec le monde qui est en jeu. Merveilleux. Merci Guy pour cette délicieuse interview. Merci d'avoir regardé. On vous embrasse très très fort de Feu de la Rampe à Paris. Merci.